Donc, je vais essayer en une demi-heure de vous faire quelques réflexions sur l'autospongiose, un peu de fondamental et puis des cas cliniques. Alors, la question chaque fois qu'on a un malade qui présente une autospongiose, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Ne rien faire, ça peut être une solution. L'appareiller, en première intention, pourquoi pas. Faire de la chirurgie, ou est-ce qu'il y a des indications de l'implant? Alors, avec vous, je vais revoir d'une part la physiopathologie. Pourquoi un malade autospongieux est sourd? Première question. Ensuite, quelle est aujourd'hui la meilleure façon d'en faire le diagnostic? On invoque rapidement les techniques chirurgicales, mais aussi le traitement médical. Et enfin, je vous parlerai de quelques cas cliniques qui sont intéressants. Alors, l'autospongiose, c'est une maladie de l'endoste. Et quand on regarde des rochers de malades qui ont une autospongiose, c'est exceptionnel qu'il n'y ait pas en même temps un foyer dense, qui est le foyer scléreux, et un foyer avec plein de vaisseaux à l'intérieur, qui est le foyer spongieux. C'est pour ça qu'en Angleterre, on dit autosclérosis, et en France, on dit ontospongiosis, parce que ça dépend de quel côté on se place. Alors, ces foyers, ils sont faits de lésions qui sont des résorptions osseuses, on le voit avec des vacuoles, et quand on fait un scanner, il n'y a que ça que l'on voit, évidemment. On ne voit jamais les foyers denses, les foyers scléreux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même densité que l'os. Donc, s'il y a, et on va y revenir, des formes infracliniques qui sont que des foyers scléreux, on risque de ne pas les voir à la radiographie. Alors, où siègent ces foyers? Je vais vous en montrer quelques-uns en comparant des foyers radiologiques et des foyers chez des malades. Et ça donnera aussi une explication pourquoi ces patients sont sourds. Alors, par exemple, ici, vous avez quelque chose de typique. On voit la membrane du tympan, le marteau. Ici, vous avez la platine de l'étrier. Et vous avez le foyer le plus typique, un foyer antérieur qui bloque la partie antérieure de la platine. Et quand vous regardez sur le scanner, vous retrouvez la même lésion ici que celle que l'on voit sur le plan histologique. Quand vous regardez des foyers que l'on appelle péricochléaires, ça veut dire que ça touche évidemment la branche antérieure, ça tourne autour de la cochlée, et bien vous retrouvez sur le scanner exactement la même lésion, des lésions aréolaires qui tournent autour de la cochlée. Alors, la question qu'on se pose là, comment expliquer pourquoi les malades autospongieux sont sourds? Alors, pour ce qui est de la surdité de transmission, c'est assez simple. Vous avez un exemple ici. Quand vous avez la platine qui est simplement fixée à la partie antérieure, que la partie postérieure bouge, on peut avoir un mouvement. C'est le réflexe on-off et vous avez une petite perte d'audition. Quand on a une perte qui est supérieure à 30 décibels avec une encoche de Carrare, il faut que forcément les deux, la partie antérieure et la partie postérieure, soient atteintes. Et enfin, quand on a des pertes auditives qui sont très importantes, comme celle que l'on a ici, eh bien, ça veut dire qu'on a non seulement la platine antérieure et postérieure, mais il y a un épaississement platinaire. Ce qui déjà fait anticiper que la chirurgie sera peut-être un peu plus compliquée. Alors, pourquoi ils sont sourds? Ça, c'est un autre problème. Pourquoi ils sont sourds? De perception. On a vu que la surdité de transmission était liée à l'importance de l'atteinte de la platine. La question, pourquoi y a-t-il une atteinte de perception? Pourquoi ces patients ont une atteinte de la conduction osseuse? Alors, la lésion que l'on trouve toujours, c'est entre le foyer de l'endoste et la strie vasculaire, il y a un ligament annulaire qui est très dense, qui est du tissu conjonctif. Et ce tissu conjonctif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'une part créer une dévascularisation, ça s'appelle la hyalainisation du ligament spiral. C'était à l'origine une atrophie vasculaire. Et ça compromet en permanence le recyclage du potassium. Donc, ce qui se passe, il y a la strie vasculaire qui est déplacée par ce tissu conjonctif. Alors, quand on regarde les formes cliniques d'autospongiose, est-ce qu'on peut avoir un malade qui vient à la consultation avec une courbe de type presbyacousique sans transmission? La deuxième, et ça c'est très, très embêtant, est-ce qu'on peut avoir une autospongiose et un hydrops? Pourquoi c'est très embêtant? Parce qu'il ne faut surtout pas les opérer. Est-ce qu'autrefois, certains de nos anciens disaient que l'autospongiose peut donner un geyser? Je n'en ai jamais vu. Et je vais vous expliquer pourquoi on peut en voir, mais c'est exceptionnel. Et enfin, on dira un mot sur l'autospongiose maligne. Alors ça, c'est un exemple typique. Et c'est le premier malade qui a été diagnostiqué d'autospongiose cochléaire, dans lequel vous avez, si vous regardez bien, vous avez la branche antérieure de l'étrier, la branche postérieure, et entre les deux, il y a un ligament, et ce ligament est libre.
Ça veut dire que ce patient, il a un gros foyer autospongieux qui retentit sur l'endoste, mais qui ne donne aucune transmission, puisque la platine continue à bouger. Donc c'est une autospongiose cochléaire pure. Une question intéressante, c'est l'autospongiose associée à un hydrops. Est-ce que c'est possible? Alors c'est possible, on peut avoir une jambe en bois et un œil en verre. Mais il y a des autospongioses qui sont associées quand, à la partie tout à fait basse, le foyer autospongieux bloque l'aqueduc du vestibule. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, systématiquement, quand j'ai un patient qui a des vertiges associés à une autospongiose certaine, je demande une IRM. Et je demande une IRM pourquoi? Pour voir s'il n'y a pas un hydrops cochléaire associé. Et s'il y a une dilatation importante du saccule, c'est pour moi une contre-indication formelle à la chirurgie. Pourquoi? Parce que si vous mettez un piston dans un saccule dilaté au niveau de l'hydrops, vous allez avoir une cophose. Donc voilà, je demande une IRM. Alors, il y a des cas exceptionnels, je n'en ai jamais rencontré, qui peuvent donner effectivement un hydrops sans qu'il y ait de lésions vraiment patentes. C'est ce qu'on appelle des cavitations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pardon, un geyser. Je reviens en arrière. Ce qui se passe, c'est que, à force d'avoir une lésion importante spongieuse, il y a une petite brèche qui se fait et le liquide céphalorachidien va passer dans la cavitation. Et cette cavitation, on va le retrouver quand on fait une ouverture de la platine et ça va donner une fuite de périlève. Mais c'est vraiment exceptionnel. C'est le seul document que je peux avoir. Donc, je me résume sur l'aspect histologique. Premièrement, la transmission, elle est fonction de l'importance de la fixation de la platine. La perception, elle est due à un décalage de la strie vasculaire. Et si on a une information à donner, il peut y avoir des sûretés de perception pure par autospongieuse qui peut amener un traitement médical. Et enfin, ne jamais opérer un mal une autospongiose s'il a des vertiges sans faire une IRM. Alors voyons maintenant le diagnostic clinique. Le diagnostic clinique il est assez simple. Il n'y a pratiquement jamais d'autospongiose qui débute dans l'enfance. Quelqu'un qui vous dit « je suis sûr depuis l'enfance », j'en ai opéré des milliers, il doit y avoir 1% d'enfants qui ont une autospongiose, ça rentre dans des maladies un peu plus complexes. Donc, s'il y a un début dans l'enfance, soyez un peu suspect. L'histoire familiale, on ne peut pas se contenter, est-ce que votre grand-mère était sourde? Il peut y avoir aussi... merci. Alors, il est là, parfait. Il faut qu'il y ait une histoire familiale autospongiose connue, c'est-à-dire des gens qui ont été opérés ou dans la famille des gens qui ont fait un diagnostic scanographique. C'est une évolution progressive, il n'y a pas de surdité brusque dans l'autospongiose. Et c'est les seuls malentendants qui parlent doucement, parce qu'ils s'entendent parler, parce qu'ils ont une bonne conduction osseuse. C'est les seuls sourds qui parlent doucement. Et l'autoscopie est évidemment normale. Parfois, il est difficile de mesurer la conduction osseuse chez ces patients. C'est pour ça que je fais systématiquement une acoumétrie et systématiquement une étude d'urine chez tous les patients avec tous les diapasons, le 250, le 500, le 1000 et le 2000, pour conforter évidemment la transmission. Alors, dans l'autospongiose, il y a évidemment une perte de la conduction osseuse qui est due au foyer autospongieux, puisqu'il y a une perte partielle de la conduction osseuse quand il y a une fixation de la chaîne ossiculaire. Et la question, quand vous voyez cette perte, c'est de savoir est-ce que je vais pouvoir la récupérer ou pas. Et ça peut être très important pour dire à un patient, je vais vous opérer, mais il faudra vous appareiller après. On y reviendra. Alors, évidemment, il faut faire systématiquement une audiométrie vocale parce que, finalement, le patient, il a besoin d'avoir un résultat de compréhension dans le bruit et pas simplement à la mesure du gain tonal. Il faut faire systématiquement une impédancemétrie pour différencier l'autospongiose des atteintes de l'oreille interne, en sachant qu'il peut y avoir des atteintes de l'oreille interne de transmission, je vais y revenir, qui peuvent avoir aussi un réflexe on-off qui est absent à cause de l'importance de la perte. Alors, à la question de savoir est-ce qu'il faut faire un scanner devant une autospongiose, la question ne se pose vraiment pas. En tout cas, en France, on considère qu'un diagnostic d'autospongiose doit imposer un scanner systématique. Ça fait des années qu'on fait des scanners systématiques pour l'autospongiose. Alors, pourquoi faire un scanner? Il y a 3 raisons. La première, c'est pour confirmer un diagnostic douteux. La deuxième, qui est importante, c'est pour anticiper les difficultés chirurgicales. La troisième, c'est pour éliminer une sûreté de transmission de l'oreille interne parce que vous aurez une catastrophe. Et la quatrième, c'est pour analyser un échec. Alors, aujourd'hui, souvent, on a des formes de scanners qui ne sont pas très évidents. Le signe le plus typique au début,
c'est quand vous arrivez à voir dans le plan de coupe, il faut voir dans le plan de coupe la branche postérieure et la branche antérieure, quand cette branche antérieure arrive sur une petite zone d'hypodensité. C'est-à-dire qu'ici, on ne voit plus de ligament annulaire. Ça, c'est une forme typique d'autospongiose au début. Une autre forme d'autospongiose qui est un peu plus difficile à mettre en évidence, c'est quand il y a un épaississement de la platine. Sébastien Laglaire avait fait un travail pour l'équipe il y a une dizaine d'années où on avait corrélé des signes cliniques avec les données radiologiques sur 200 malades. Pour faire simple, on a une spécificité de 99%, une sensibilité de 95%. Ça veut dire que le scanner était négatif dans 15 patients et le foyer était présent dans 10 cas. C'était ces formes infracliniques très superficielles. Donc il y a vraiment une très grande fiabilité du scanner. L'autre travail qu'on avait fait avec Mathieu Mars, qui est dans la salle, c'était d'essayer de savoir, est-ce que chez ce patient qui a une authentique autospongiose, si vous voulez améliorer la partie transmissionnelle, il aura quand même besoin d'une prothèse auditive. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je vais pouvoir améliorer cette composante osseuse? Pour dire au patient, je pense qu'avec la chirurgie, vous pourrez vous en sortir tout seul. Et en fait, dans ce travail, Mathieu avait montré que quand le patient avait un scanner qui touchait l'endoste, on avait moins de chances de récupérer la conduction osseuse que si les foyers étaient à distance de l'oreille interne, ce qui paraît assez logique. Ça veut dire donc que dans ce cas-là, la composante osseuse, quand le foyer était contre la cochlée, était sûrement due à une hyalinization, alors que dans l'autre cas, c'était plutôt l'encoche de Carrare. Alors, les difficultés anatomiques, je vais vous en montrer quelques-unes qui peuvent vous faire anticiper un geste difficile. Par exemple, ici, vous avez un foyer qui est sur le promontoire, un foyer qui est sur le facial. Ici, c'est la taille de la tête de l'étrier qui fait 0,5 mm. Vous savez qu'au maximum, vous pourrez mettre une prothèse de 0,3 mm et qu'il faudra probablement friser un peu. Ici, vous avez une déhiscence du nerf facial. Vous avez ici la branche postérieure de l'étrier. Et la question est de savoir, est-ce que je pourrais passer une prothèse? Tant que le fascia ne descend pas au-dessous de la partie moyenne de la platine, vous pouvez dire au patient, on va pouvoir le tenter. Si vous avez évidemment quelque chose de dangereux, vous ne le faites pas. Et enfin, ce qui est difficile en termes de résultats, c'est quand il y a un gros foyer oblitérant, parce qu'il faut fraiser un moment, il y a un risque de surdité de perception. Les autres cas un peu difficiles qui sont intéressants, c'est quand vous avez associé une fixation dans la tête du marteau. C'est compliqué, parce qu'il faut d'abord faire une disjonction, puis aller traiter la fixation du marteau, et après, mettre votre prothèse de stapédotomie. Lise de la langue apophyse de l'enclume, c'est plus réellement un problème quand on tord un petit peu la prothèse et qu'on met du ciment, parce qu'on arrive à le traiter comme ça. Et enfin, la présence d'une artère stapédienne peut rendre difficile. Donc il y a des conditions anatomiques qui sont un peu difficiles. La question qui se pose, c'est est-ce que, si le scanner est normal ou négatif, on doit proposer une exploration de l'oreille moyenne? C'est-à-dire, vous avez un patient qui vient, vous avez un radiologue de confiance, vous demandez un scanner, il est normal, est-ce que j'y vais? Probablement aujourd'hui, j'y vais encore plus avec prudence qu'avant. Et si le scanner est négatif, les scanners ont encore fait des progrès par rapport aux données qu'on a eues, je suis extrêmement prudent. Je cherche évidemment une autre anomalie de la chair, d'autres pathologies, mais surtout, il faut s'attacher à chercher des malformations de l'oreille interne qui font qu'il y a beaucoup de liquide céphalorachidien qui arrive dans le système périlymphatique et qui empêche la platine de bouger. Alors, quelles sont les circonstances? La plus piégeuse, c'est probablement celle-là, c'est quand vous n'avez plus de modulus. Ce sont les déhiscences du modulus. Alors, normalement, le modulus est rectangulaire. Si vous avez un modulus ici qui est plat ou triangulaire, c'est que vous avez une malformation qui peut rentrer dans les mondini, mais ce n'est pas sûr, ou des lésions liées à X, et vous avez beaucoup de liquide céphalorachidien qui passe. Les deuxièmes, c'est les déhiscences du canal semi-circulaire supérieur, qui sont associées à une autospongiose et qui peuvent donner un résultat insuffisant ou en tout cas un résultat aléatoire. Et enfin, les larges aqueducs du vestibule. Alors, voyons maintenant les différents types de traitements que l'on peut utiliser. Alors d'abord, le traitement médical. Est-ce qu'on prescrit un traitement médical et oui, lequel? La prothèse auditive, dans quelles conditions? La chirurgie et les implants. Alors, si on regarde aujourd'hui des travaux qui viennent essentiellement de Harvard et de McKenna, il a suivi une population de patients sans donner de bisphosphonate deuxième ou troisième génération et une population qu'il a
suivi après traitement. Quand vous regardez l'évolution sans traitement, on s'aperçoit qu'il y a une grande partie des patients qui deviennent moins bien sur le plan de la conduction osseuse. Sous traitement, il s'améliore. Donc aujourd'hui, moi personnellement, chez un patient pour lequel j'ai un diagnostic d'autospongiose cochléaire, à 6 mois, j'ai une évolutivité de la conduction osseuse, je lui donne de Fosamax 70 mg, un comprimé par semaine pendant 6 mois, et je recontrôle. Sur le plan prothétique, alors on sait que la prothèse auditive marche très bien dans le cadre de l'autospongiose, mais il faut savoir que dans le cadre de l'autospongiose, on a une perte sur les fréquences graves. Donc il va falloir compenser cette perte de la fréquence grave et dire aux patients qu'il aura besoin d'un embout fermé. Et en général, sans évent. Donc il va avoir le disconfort d'un embout fermé. Parce qu'on sait combien l'évent peut retentir sur l'audition. Alors la technique chirurgicale, très rapidement, si la vidéo veut bien passer, voilà. Donc c'est une oreille gauche. On a la longue apophyse de l'enclume, le nerf facial. Ici, le tendon de l'étrier. Donc on a vérifié évidemment la fixation de la platine. On fait une disjonction platine-étrier. On va, en gardant le tendon, lasériser la platine pour éviter, quand on va faire tomber l'étrier, d'avoir une platine mobile. Puis on coupe le tendon. On mesure systématiquement la distance entre la platine et la longue apophyse de l'enclume. On fait un trou au laser, puis à l'autotool. Moi, je mets des prothèses en titane bigizic parce qu'elles ont une mesure ici. Je crois beaucoup à l'importance d'une pénétration d'au moins 0,5 mm à l'intérieur et je crois aussi beaucoup au fait que le serrage de la prothèse est un élément très important pour diminuer l'urine. Donc l'important, c'est de trouver le bon axe pour arriver en un seul mouvement, de mettre le piston dans le trou de stapélotomie et la longue apophyse de l'enclume. Je pense qu'il est important, techniquement, de la mettre le plus près possible. C'est comme un bras de levier de l'enclume. J'effectue avec une pince le serrage le plus approprié pour qu'il n'y ait pas de jeu mécanique, pour éviter qu'il y ait une perte d'énergie au moment de la transmission. Et ensuite, j'ajoute systématiquement un peu de graisse autour. Voilà. Donc, je vais vous présenter 3 situations cliniques que j'aimerais discuter avec vous. Alors, la première situation clinique, c'est quand est-ce qu'il y a une contre-indication à la chirurgie. Quand il y a un dysfonctionnement tubaire, pour moi c'est une contre-indication. Quand il y a une surdité neurosensorielle pure, évidemment. Quand le patient n'accepte pas les risques. Ceci étant, l'objectif n'est pas de dire à un patient quel est le risque. L'objectif est de dire à un patient qu'est-ce que je peux vous apporter. Les patients ne viennent pas pour apprendre des risques. Il faut évidemment les expliquer, ça serait malhonnête. Mais aussi quel est le gain audiologique, ce qui est parfois difficile à dire. De combien vous allez gagner, comment ça va changer votre vie. Les surdités fluctuantes, pour moi, c'est une contre-indication absolue, parce que c'est souvent le témoignage d'un hydrope. Les surdités brusques, qui sont associées à une autospongiose, c'est aussi une contre-indication. Alors, l'autospongiose sur oreille unique, bien sûr, c'est une contre-indication absolue, sauf un cas clinique, on en a plusieurs dans cette situation, c'est ces patients qui se présentent avec une cophose d'un côté, qui peut être multiple, et qui de l'autre côté ont une transmission. Quand vous les appareillez, malgré l'appareillage, ils ont une situation dans laquelle ils sont encore dans les critères d'implantation. C'est-à-dire qu'ils comprennent moins d'un mot sur deux à voix moyenne ou à voix forte à 50 décibels. Bien, ces patients, aucun d'entre eux ne va vouloir se faire opérer du côté de la bonne oreille. Aucun.
Donc la solution dans ce cas, c'est de mettre un implant du côté gauche, puis de voir, quand vous avez un résultat du côté gauche meilleur que celui du côté droit avec une prothèse, ça vaut la peine à ce moment-là de les opérer. Donc on en a une petite série, juste je vais vous montrer le résultat global quand vous voyez ces patients. Quand vous regardez, quand vous comparez chez ces patients la compréhension, avant chirurgie, ils sont clairement dans les critères d'implantation avec prothèse. Une fois que vous avez mis un implant, vous les améliorez de manière significative. Quand vous faites une stapédotomie, vous les améliorez aussi du côté de l'oreille de la stapédotomie. Et quand vous faites une stimulation bimodale, ils arrivent dans des bonnes conditions, en tout cas dans le silence, à avoir un résultat très bon, en sachant que souvent, les patients préfèrent l'oreille appareillée que l'oreille implantée parce que la qualité du son du côté de l'appareil est meilleure. La deuxième question qui est intéressante, et beaucoup de patients sont dans cette situation, et je vois Paul Avant et Mathieu sont là, c'est est-ce qu'on peut restaurer une binauralité chez des patients dans lesquels vous aurez toujours un décalage? Parce que si vous opérez ce patient et que vous fermez l'urine, il viendra vous voir, il sera toujours mécontent. Pourquoi? Parce que vous conservez une différence entre les deux. Alors il y a deux questions. Un, est-ce que chez ce patient, une fois que je l'ai opéré, en l'appareillant, je restaure une binauralité? C'est la question qu'il faut se poser. Mais quand même, Paul, il faut savoir que si vous améliorez un peu le niveau en conduction aérienne, vous augmentez quand même la binauralité, même sans appareil. Un de nos internes avait fait un travail, Boris Lescure avait fait un travail chez 39 patients qui avaient une autospongiose unilatérale, telle que je vous l'ai présentée aujourd'hui. Et on voit les conditions sans prothèse d'amélioration en dichotique, en diotique et avec en dichotique inversée, malgré le fait qu'on n'arrivait pas à restaurer une binauralité en moins de 15 décibels entre les deux, on améliorait quand même ces patients dans des conditions binaurales. Donc, on peut les améliorer. Ils ne sont souvent pas contents si vous n'arrivez pas à une stricte binauralité, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la binauralité. Alors après, il y a une situation qui est relativement rare, mais qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est des patients qui viennent vous voir avec une surdité très sévère, parfois même un audiogramme blanc. Vous ne mesurez rien, ni la conduction osseuse, ni les conductions aériennes. Vous faites un scanner et vous trouvez un très gros foyer autospongieux. Ceux-là, vous dites, c'est des candidats à l'implant. Est-ce que ça vaut la peine, devant un patient qui a une perte auditive complète, d'envisager quand même de faire une stapédotomie? Alors, je vais passer vite là-dessus. Oui, on a fait une série de 60 patients dans lesquels on a comparé les résultats de l'implant seul, de la stapédotomie seule, de la stapédotomie avec implant. Deux notions. Un, si la stapédotomie est un échec, ça ne compromet pas le résultat de l'implant. Et il y a un certain nombre de patients qui s'en sortent aussi bien avec la stapédotomie qu'avec l'implant. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, je crois que chez ces patients, il faut proposer une stapédotomie en première intention, leur dire on va vous contrôler dans 2 mois. Si dans 2 mois, il n'y a strictement aucun résultat, ça vaut la peine à ce moment-là de les implanter. Le dernier cas clinique que je vais vous présenter, qui est intéressant, qui est celui qui va me faire réfléchir, c'est celle d'une secrétaire qui est à l'accueil dans un service, chez des notaires, et qui a une oreille droite strictement normale et une oreille gauche qui montre une authentique autospongieuse avec serine. Et elle vous pose la question, est-ce que c'est mieux de me faire appareiller que de me faire opérer? Et on peut répondre tous les éléments, c'est mieux de ne pas avoir un appareil, c'est mieux, c'est un son naturel, mais en fait, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est mieux sur le plan de l'audition? Est-ce que finalement, cette patiente sera mieux après une chirurgie qu'après un appareil? Et donc la réponse, il faut essayer de donner la réponse audiologique. Alors ce qu'on a fait, on a pris une trentaine de patients dont on a récupéré les résultats sur 22, on leur a donné un appareil à tous. Puis on a fait tout un bilan au terme de 3 mois d'appareillage complet, avec le gain tonal, le gain vocal, la compréhension dans le bruit, la compréhension de la musique, et tous ont été opérés. On a fait exactement les mêmes tests après. Alors je passe sur la méthodologie. Quand on compare les résultats, ça c'est avant la chirurgie du groupe des 22, ils avaient une transmission. Ça c'est la fermeture d'urine avec la prothèse. On conserve toujours une petite perte sur les graves, qui est peut-être aussi en partie due ici parce qu'ils n'avaient pas tous une occlusion complète avec un embout, mais il n'y avait pas de différence significative à l'audiométrie.
Quand on regardait l'audiométrie vocale, entre rien, la prothèse et la chirurgie, il y avait une amélioration. Et quand on regardait la qualité de vie, il y avait une amélioration essentiellement après la chirurgie. Et l'explication, elle est assez simple, c'est que quand vous faites un test d'audiométrie, de localisation des sons, vous apercevez que les gens qui ont une audition normale d'un côté et une prothèse de l'autre, ils ont une plus grande difficulté à localiser les sons que si vous les avez opérés de deux côtés. Pour simplement un problème de temps, de timing entre les deux. Et cette différence de temps est ce qui les gêne le plus dans un environnement bruyant. C'est parce qu'ils n'ont pas une vraie binauralité de temps entre les deux qu'ils sont plus gênés dans le bruit. Donc aujourd'hui, quand j'ai une patiente qui me demande, j'essaie de donner une explication audiologique. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup et je serai très heureux de répondre à vos questions si je suis encore dans les temps. Oui, je n'ai pas emprunté sur l'otite chronique. Monsieur Djenaoui. Pour l'autospongiose, j'aimerais vous poser deux questions, ou plutôt vous faire partager la mienne également, à propos d'abord du geyser. Il m'est arrivé d'avoir un geyser patient qui avait le typique d'autospongieuse avec une imagerie strictement normale. Il me fait un geyser d'une oreille. Bon, j'ai eu du mal à finir à bout. Finalement, il a gardé comme séquelle de cette oreille opérée une surdité de perception, mais qu'on pouvait appareiller. Et sur insistance du patient, il a dit non, tu m'opères de l'autre côté. Alors, je l'ai envoyé à mon radiologue, je lui ai dit écoute, j'ai eu un geyser, vois s'il y a quelque chose. Il refait le scanner, il me dit il n'y a strictement rien. Donc, je l'ai opéré de l'autre côté et ça s'est super bien passé. Un geyser peut survenir sur une oreille radiologiquement, entre guillemets, normale. Alors, la deuxième question, là, c'est une question que je vais vous poser à propos de la procidence du nerf facial. Dans certaines situations, nous avons un nerf facial qui recourt pratiquement complètement à la platine, sans traduction radiologique évidente. Hein. C'est-à-dire que le radiologue ne vous dit pas qu'il y a une procidence importante du facial, mais quand vous l'opérez, vous avez un facial qui recouvre complètement la platine. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je l'ai fait dans mon expérience, j'ai eu à le faire, de la platinotomie, entre guillemets, transpromontorielle. Je l'ai fait quelques fois et je vous avoue que j'ai eu quand même des résultats très intéressants. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur le nerf facial, pour vraiment le voir, il faut des très bonnes coupes coronales. Il faut des coupes coronales, parce que si on fait que des coupes axiales, on ne verra pas l'importance de l'envahissement par le facial. La deuxième chose, on peut toujours faire des platinotomies de 0,3 à cheval sur la partie inférieure du ligament annulaire et qui touchent un peu le promontoire. Dans le promontoire, je sais que l'école de la Pitié a une ou deux vidéos montrant le piston dans le promontoire. Je serai plus prudent. Pour votre première question, Dieu sait que j'ai de très bonnes relations avec vous, mais là je suis en désaccord absolu. Je crois qu'on ne peut pas, quand on a un scanner normal, avoir un geyser. Pour une autospongiose, alors à moins que ce patient ait eu une malformation de l'oreille interne et une autospongiose. Mais le fait que le radiologue ne voit pas de foyer, pour qu'une autospongiose donne un geyser, il faut qu'il y ait une grosse cavitation. Et que cette cavitation, elle soit en contact avec le liquide céphalorachidien. S'il n'y avait rien, aucun signe de foyer autospongieux, je pense que ce patient avait une atteinte de l'oreille interne. Isolé, peut-être qu'on ne l'a pas vu. Et notamment, les plus difficiles à voir, c'est les malformations du modulus. Les déhiscences du canal, ça se voit, les larges aqueducs, ça se voit, mais les déhiscences du modulus, les anomalies du modulus, il faut vraiment un plan de coupe excellent pour voir qu'il n'est pas tout à fait quadrangulaire. Donc je reste, malgré votre grande expérience, convaincu qu'on ne peut pas avoir de geyser dans l'autospongieuse et que nos anciens, quand ils disaient on a eu un geyser, c'est parce qu'ils faisaient une erreur de diagnostic avec une lésion de l'oreille interne. Yann. Dans les trucs et astuces ou manières de travailler, est-ce que vous avez des arguments scientifiques pour administrer des corticoïdes pendant la chirurgie? Est-ce que vous le faites?
et si oui, à quelle dose? Alors je le fais. Je le fais systématiquement parce que dans ma culture de l'implantation, pour éviter le trauma, on faisait des inductions de corticoïdes. Donc systématiquement, je fais à l'induction, parce qu'il faut quand même aussi un certain temps. Au moment de l'induction, je fais une injection de corticoïdes à 1 mg par kilo de poids. Ouais. J'ai les mêmes données qu'on a dans l'implant, qui ne sont pas d'une robustesse extraordinaire, mais je le fais. Le bénéfice-risque dans ce cas-là, il n'est pas très important. Oui. Oui, bonjour, merci. Et l'antibioprophylaxie systématique aussi, et avec quel antibiotique? Non, je ne fais pas d'antibiothérapie prophylaxique, jamais. On a une question qui vient de la vidéo, parce qu'on est en direct. Oui. Et alors, je lis la question. Cabinet orienté. Le signe de Schwartz à l'autoscopie, point d'interrogation. Alors, d'abord, je le cherche systématiquement. Je le vois très peu. Pour le voir, il faut à la fois qu'il y ait un foyer très vasculaire. Il faut que ce foyer soit très vasculaire pour qu'on puisse voir les vaisseaux et que le tympan soit très transparent. Donc, en fait, le signe de Schwartz, c'est de voir au travers d'un tympan transparent l'hypervascularisation du foyer. Ça suppose donc qu'il soit vraiment hypervasculaire, qu'on voit beaucoup les vaisseaux et que le tympan soit souvent transparent pour voir en transparence. Oui, merci. Bien sûr. Dans votre expérience, qu'est-ce que vous pensez du cone-beam dans le bilan initial anatomique? Alors, je ne sais pas si notre ami Michael est là. Il y a Elisère qui est le radiologue parisien dans beaucoup de domaines. On en a parlé hier avec lui. La réponse est, c'est la meilleure imagerie possible. On avait fait une thèse avec Madame Damanikos qui avait comparé sur des rochers le scanner et le cone-beam, et la précision du cone-beam sur la platine était meilleure. Ça, c'est un premier élément. Et dans cette étude, alors maintenant ça varie un peu, mais la dosimétrie montrait qu'on irradiait 8 fois moins. Ayant dit ça, il ne faut pas se tromper de cone-beam. C'est-à-dire qu'il y a des cone-beam qui sont d'une qualité très, très hétérogène, et il faut des cone-beam proches pour le rocher. Je crois que c'est le Newton qui est le meilleur, mais je vous dis ça tout à l'heure. Renseignez-vous aussi. Deuxièmement, il n'y a pas besoin d'autorisation pour avoir un cone-beam. C'est le deuxième élément qui est important. Le troisième élément, c'est que pour l'instant, les neuroradiologues se battent pour essayer de le faire codifier. Et je sais que dans certains centres, de manière un peu marginale, ils cotent en disant on a fait les articulations temporomandibulaires, donc on cote combien. Mais c'est un examen de choix pour l'autospongiose, évidemment, parce que c'est plus précis, moins irradiant, et ça donne les images là où on veut, c'est-à-dire au niveau de la platine de l'étrier. Donc la réponse est oui. Merci. Parfait. Toujours aussi clair, toujours aussi intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention à tous. Merci beaucoup. Voilà.